je suis élu de nulle part, je ne suis candidat à rien. Je suis juste un citoyen qui se fait du souci pour son pays. Et peut-être vais-je commencer par vous expliquer pourquoi je suis ici. Parce qu'après tout, c'est une question que vous pouvez vous poser. Moi, je me la pose à moi, vous pouvez vous la poser aussi. C'est une... Et il se trouve que dans le cours de ma carrière, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Arthur Laffer, qui était l'économiste de Ronald Reagan. Et il m'a raconté cette histoire que je trouvais très étonnante. Il a posé un jour la question à Ronald Reagan, Monsieur le Président, pourquoi avez-vous consacré votre vie à la lutte contre le communisme? Et Ronald Reagan a réfléchi, il a voulu vous expliquer. C'est qu'en 1945, en France, il y avait un livre qui a été publié qui s'appelait J'ai choisi la liberté, qui avait été le premier livre qui dénonçait le goulag, qui avait été écrit par un haut fonctionnaire russe qui s'est séparé, qui avait écrit ce livre, qui a été un succès mondial, qui avait été publié, qui avait eu un grand procès en France que l'éditeur avait gagné. Et ce livre a été présenté un jour, en 1946 ou 1947, je ne sais plus très bien, à Los Angeles. Et il y avait tout Los Angeles qui était, tous les acteurs qui étaient là. Et l'auteur, à la fin, a dit, mais je crois que les communistes vont gagner, parce que les démocraties sont ainsi faites qu'elles ne peuvent pas s'intéresser à quelque chose plus de 24 heures, et qu'elles vont passer à autre chose, parce qu'il y a une nouvelle anneau, tout qui a coulé, une nouvelle avion qui est tombé. Et tandis que les communistes avaient dans l'idée du long terme. Il y a un type qui s'est dans la salle à ce moment-là, et qui a dit, monsieur, vous m'avez convaincu, à partir de maintenant, je vais consacrer ma vie à lutter contre le communisme. C'était Ronald Reagan, c'était en 1949 et en 1989, le communisme est tombé sous les coups de Ronald Reagan, de Jean-Paul II et de Margaret Thatcher. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il se trouve que pour des raisons de naissance, si j'ose dire, j'ai eu cette chance d'être capable d'expliquer, d'être capable de comprendre, d'être capable d'écrire. J'en ai fait mon métier pendant longtemps. Et puis je me suis rendu compte que l'éducation en France et ensuite l'information en France avait baissé de qualité de façon extraordinaire. Et que plus personne ne parlait à plus personne, les Français ne se comprenaient plus parce qu'ils ne se parlaient plus. Et parce qu'en plus, ceux qui étaient au pouvoir ne leur parlaient pas ou leur disaient des mensonges. Alors je me suis dit, j'ai 80 ans, je me suis dit, il y a 4-5 ans, je me suis dit que j'allais leur parler. Comme ça. Alors si c'est par hasard que je disais les intéresser. Et ça a intéressé des gens. Je fais des émissions, il y a 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues. Donc à l'évidence que je raconte des accidents, je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est pas ça la question, c'est que ce peuple a besoin qu'on lui parle, et qu'on lui explique, qu'on lui dise les directions dans lesquelles il aller, et nos hommes politiques en sont incapables. Et alors, pourquoi en sont-ils incapables? C'est parce que je crois qu'il y a eu une espèce de transformation du système politique qui venait d'autrefois de là. Quand j'étais enfant, si vous voulez, j'étais adolescent, j'étais dans le sud-ouest, à Auch, et vous aviez les hommes politiques qui étaient, je ne sais pas, le médecin local, le notaire local, c'était des gens qui... Et puis il y a eu cette prise de pouvoir par une école, qui s'appelait l'École nationale d'administration, qui a envoyé des gens se faire élire ici ou là. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des élus n'ont franchi aucun contact historique de cette époque avec l'endroit dont ils viennent. C'est tout à fait extraordinaire. Ils sont coupés et ils tiennent un langage qu'on leur a appris à l'école, dans lequel ils parlent. J'ai assisté récemment, il y a quelques temps, à une réunion où il y avait Copé. Et Copé, c'était sur un monde organisé par des entrepreneurs. Et Copé nous a parlé pendant une demi-heure. Et à la fin, tout le monde se regardait, on se disait, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne nous avait rien dit, il avait utilisé des mots, c'est des mots, logement, démocratie, prospérité, mais il
on ne savait pas ce qu'ils pensaient de la bête. Normalement, ils ne pensaient rien. Et quand on a une classe qui a pris le pouvoir comme ça un peu partout, et ça s'est passé un peu partout dans le monde, de gens qui manipulent la démocratie pour rester au pouvoir. Et donc, la démocratie représentative n'est plus aujourd'hui démocratique du tout, parce qu'ils ont pris les postes de pouvoir, par ces postes de pouvoir, ils contrôlent une partie importante du système d'information, ils contrôlent le système d'éducation, et donc il n'y a plus possibilité de candidatures qui soient indépendantes d'eux-mêmes. Et bon, maintenant, ils s'autogénèrent en quelque sorte, ils se débrouillent pour être, si c'est pas eux, c'est leur petit frère jumeau, c'est leur. Ils sont tous pareils. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, que 70% à 80% des grandes écoles à Paris, HEC, Sciences Po, ENA, Polytechnique, tout ce que vous voulez, viennent de 90 jardins d'enfants à Paris. La quasi-totalité de notre classe politique, aujourd'hui, dans l'avant-dernier gouvernement, c'était complètement. Ils venaient tous de l'école glaciale à Paris. Ils avaient tous fait nos études de l'école glaciale à Paris. Donc c'est une espèce d'endogamie, ils ne représentent plus rien qu'eux-mêmes. Et c'est là qu'est le problème. Donc, quelle est la solution? La solution, si vous voulez, c'est comme ils ont capturé tous les outils, tous les organismes, etc. Il faut revenir à une vérité profonde, et depuis qu'on a coupé la tête à Concept, le souverain, c'est le peuple. La justice en France est rendue au nom du peuple. Elle n'est pas rendue au nom du président de la République, du roi. En Angleterre, elle est rendue au nom du roi. En France, elle est rendue au nom du peuple. Donc la seule solution, c'est comme ils ont utilisé toutes les armes pour empêcher le peuple de parler, c'est qu'il faut que le peuple reprenne le pouvoir. Et ça ne peut se passer que par le référendum d'initiative populaire, citoyenne, comme vous voulez, comme c'est le cas en Suisse. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, le blocage dans le système vient que vous avez aussi la justice, qui est elle-même terriblement contaminée. Et quand vous avez une justice qui est contaminée, par exemple, vous voulez faire passer une loi pour dire que, je ne sais pas, les femmes n'ont pas le droit d'être voilées. Très bien. Si la loi est passée, vous allez avoir 40 juges qui vont dire qu'ils ne vont pas respecter cette loi parce qu'elle est un attentat au droit individuel. Vous en allez avoir la Cour européenne de justice qui dit que vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. En Suisse, ils ont des problèmes. Ils ont fait un référendum. 57% des Suisses ont décidé que les femmes n'avaient pas le droit d'être voilées en Suisse. Fin de la discussion, le lundi matin, le journal de Genève tirait, le souverain a parlé. Quand le souverain a parlé, tout le monde se tait. Plus personne n'a le droit de rien dire. Ni l'exécutif, ni le législatif, ni le judiciaire. Le souverain a parlé. C'est vous le souverain, c'est personne d'autre. Donc si vous voulez, on vous a enlevé vos voix, et la démocratie représentative a été inventée au 19e, oui, au 18e en Angleterre, parce qu'il fallait 15 jours pour aller de ce pays à l'amour à Londres. Donc on élisait un gars d'Édimbourg qui représentait les intérêts d'Édimbourg à Londres. Et aujourd'hui, avec le téléphone que vous avez tous dans votre poche, et bien, je ne sais pas, vous pouvez voter 2 fois par jour. Vous êtes aussi bien informé que n'importe quel crétin de l'Assemblée nationale. Vous avez les informations que vous voulez, vous les choisissez, vous les triez, et vous votez en connaissance. Et alors, la grande différence entre une démocratie représentative et une démocratie directe, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez la distribution de probabilité qu'on montre comme un chapeau de gendarme, vous savez, c'est une espèce de truc comme ça. Quand vous êtes dans une démocratie représentative, ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est les extrêmes. Parce que c'est eux qui peuvent faire basculer à droite ou à gauche, selon qu'ils réussissent à prendre le pouvoir et à avoir les postes. Donc si vous présentez 3 ou 4% des votes, vous avez un pouvoir infiniment supérieur, parce que c'est vous qui permettez de parler à si on a 2 gars qui sont à 45
et vous avez 6, c'est vous qui permettrez à l'un ou à l'autre de gagner. Donc les pouvoirs dans les démocraties représentatives apparaissent aux extrêmes, à gauche ou à droite. Et on voit très bien en France en ce moment. Mais dans la démocratie directe, c'est comme la courbe est comme ça. Tous les votes auront lieu au milieu, à la médiane. Vous n'aurez pas de vote extrême, parce que la plupart des gens ne sont pas extrêmes. Hein. Ils vont tous voter. Donc vous aurez automatiquement une bonne expression de la volonté moyenne, médiane, alors que dans une démocratie représentative, vous aurez toujours un truc biaisé avec les fous, les Mélenchon, je ne sais pas quoi, à gauche ou à droite, qui foutent tout en l'air parce qu'ils en ont le pouvoir. Simplement, en étant minoritaires et en s'en balancer à 50 d'un côté ou de l'autre, ils ont un pouvoir exorbitant qui est complètement indépendant de leur vrai poids dans le pays. Donc la démocratie représentative, vous avez toujours des mouvements extrêmes. La gouvernement direct, vous avez toujours des solutions moyennes. Et quel est le pays le plus riche du monde aujourd'hui? La Suisse. Qu'est-ce qu'elle a comme matière première? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont comme par l'inflation? Des comptes courants, la monnaie la plus forte du monde. Depuis toujours, vous continuez la suite comme ça. Et est-ce que quelqu'un dans la salle ici connaît le nom d'un politicien suisse? Oscar Frasinger. Voilà, c'est comme si toujours. Il y en a un, bravo. Mais sans ça. Alors vous pouvez citer le nom de 25 politiciens français, sans vous fatiguer. Et c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas le nom des politiciens suisses que la Suisse marche. Le fait que vous ne connaissiez personne, ça explique amplement, parce qu'ils n'ont pas des fous, le moment pas assez aidés, qu'ils arrivent au pouvoir. Et nous, on a la façon de sélection de nos élites, c'est d'amener les plus fous au pouvoir. Et on voit tous les jours. Et ça, c'est une façon d'amener les gars raisonnables qui ont envie que leur ville marche. Et alors, en plus, la Suisse, ils sont beaucoup protestants, les Suisses. Il y a quelques catholiques qui traînent, mais il y en a pas des masses. Ils ont très bien compris le principe de la subsidiarité de l'Église catholique. C'est-à-dire que l'Église catholique, elle marche depuis 2000 ans. Parce que ce qu'ils peuvent faire au niveau de la paroisse, c'est fait au niveau de la paroisse. Ce qui se passe au niveau des évêchés, ce qu'ils peuvent traiter au niveau des évêchés, traiter au niveau des évêchés. Sinon, c'est traité au niveau du primat du pays. Puis ensuite, si vraiment ça ne va pas du tout, on va à Rome. Donc, si vous voulez, toutes les solutions commencent par des solutions à la base. C'est la base qui trouve la première solution. Si on ne trouve pas une solution, on va essayer d'aller chercher un peu plus haut. Tandis que tous les crétins qui nous gouvernent essaient toujours d'imposer des solutions par le sommet. Eux, ils savent parce qu'ils ont fait de bonnes études. Mais ça ne marche jamais, le sommet. On a essayé de regarder par exemple l'euro. C'est un désastre inimaginable. Je vais en parler maintenant. J'ai écrit un livre il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Il s'appelait Les lions menés par des ânes. Dans lequel je disais que l'euro, ça allait aller à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. C'est il y a 25 ans que l'on y est. Et pourquoi ça ne peut pas marcher? Je vais vous donner une bonne raison, tiens. En France, depuis toujours, ça a commencé au 19e, mais maintenant, il y a 70% de fonctionnaires pour 10 000 habitants de plus comme Allemagne. Bon, moi personnellement, je n'ai pas la faute, c'est pas mon problème. Si les Français veulent avoir plein de fonctionnaires, bon, c'est un choix politique, de société, ça ne me pas du tout. Mais qui paye ces fonctionnaires? C'est le secteur privé du pays. C'est des gars qui bossent. C'est pas qu'ils bossent pas, les autres, enfin. Ils bossent d'une façon différente. Donc, c'est des entrepreneurs, c'est des salariés des entrepreneurs, tout ça, c'est eux qui payent les fonctionnaires. Donc, ça veut dire que le coût du siège social France est beaucoup plus élevé que le coût du siège social Allemagne. Oui, bon. Tout ça, je vous l'apprends rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que si la seule solution pour la France, c'est donc que son taux de change, pour que les entreprises françaises restent compétitives, il faut que son taux de change baisse structurellement vis-à-vis du Deutschmark pour que pour leur donner une chance de s'en sortir. Vous voyez,
Si vous fixez le taux de change entre la France et l'Allemagne, comme vous l'avez fait avec l'euro, qu'est-ce qui se passe? La variable d'ajustement devient le profit des sociétés françaises, qui s'écroulent. Avec lui, le chômage monte, puisque la rentabilité des affaires, c'est ce qui crée des emplois. Et donc, j'ai dit aux gens en 2000, quand ils ont lancé cette imbécilité, je leur ai dit, mais vous pouvez avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne si vous avez le même nombre de fonctionnaires, en pourcentage. Vous pouvez avoir un nombre différent de fonctionnaires si vous n'avez pas un taux de change fixe. Mais si vous avez un taux de change fixe et 70% de fonctionnaires, la France va se désindustrialiser. C'est pas possible autrement, ça ne sera pas rentable d'avoir des usines en France. Et maintenant, 30 ans après, tout le monde me dit que la France se désindustrialise. Les gens me donnaient des coups de tête contre le mur. C'était évident qu'ils pouvaient prendre les autrement, puisque les entreprises françaises, elles ont un coût de fonctionnement de leur État qui est 70% supérieur à celui des Allemands. Donc les usines vont se fermer en France et s'ouvrir en Allemagne. Il ne fallait pas avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Et alors j'ai lu ce livre, qui était un best-seller, personne ne le connaissait, j'ai vendu 30 000 exemplaires, j'ai le deuxième tirage de la fin cette année-là. Et quelle était la réponse du système politique français? Il paraît que Trichet l'a reçu 13 fois dans le livre, les gens qui l'ont lu. Et bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posté leur, ils ont donné leur à la fond, de plus jamais prendre un livre comme moi. C'est la démocratie. Donc ça veut dire que ce corps au sommet, il y a parfois des discussions qui se passent entre eux, mais qu'il ne faudrait pas que le reste de la population fasse partie de cette discussion. C'est un déni. En fait, je suis arrivé à la conclusion que ces gens méprisent le peuple et en ont peur. Ils en ont très peur. Et c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, dans le dernier livre que je vous avais, que vous pourrez continuer, qui s'appelle La vérité mondiale, j'explique que depuis la chute du mur de Berlin, il y a une espèce de classe mondialiste qui essaie de prendre le pouvoir dans tous les pays du monde. Et souvent par l'intermédiaire d'organismes internationaux comme l'Europe, de cours de justice internationale, ils dessaisissent les pays de la souveraineté, etc. Alors dans ce premier livre, je montrais comment cette classe a fait sauter toutes nos souverainetés les unes après les autres. La souveraineté énergétique, la souveraineté militaire, la capacité de notre éducation à répondre aux problèmes, etc. Parce qu'il fallait qu'ils aient un peuple de crétins de façon à pouvoir le soumettre. Et ensuite, dans la dernière partie du livre, j'expliquais qu'ils avaient peur et qu'on allait aller vers une espèce de deuxième chute du mur de Berlin, où on allait se débarrasser de la social-démocratie, qui était au communisme, ce que le coca était au coca. C'est la même chose. C'est-à-dire l'État capable de faire le bonheur de l'humanité. Et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Trump a été élu, il est en train de faire quelque chose qui est très difficile en politique, c'est-à-dire qu'il a réussi à réunir la légalité, c'est-à-dire que la loi, la Constitution est pour lui, et la légitimité, c'est-à-dire qu'il a la majorité du peuple américain, toutes les chambres derrière lui, etc. Comme un pays, vous avez des connexions entre la légalité et la légitimité, ce pays ne marche plus. Et aujourd'hui en France, notre président est légal, mais tout le monde sait qu'il n'est pas légitime, qu'il ne correspond plus à ce que veut la France. C'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Bruxelles. Donc tout le travail des années qui viennent, ça va être de rétablir la connexion entre la légitimité et la légalité. Et la légitimité, disait Jean-Paul II, ça ne peut exister qu'à l'échelle d'un État-nation. Ça ne peut pas exister parce que dans un État-nation, vous acceptez, une fois que vous êtes présenté aux élections, si vous perdez, vous acceptez la défaite. Mais imaginons aujourd'hui que les Allemands prennent des décisions très défavorables pour notre agriculture à Bruxelles, signe le Mercosur. Je ne peux pas l'accepter, parce que je suis français. Ça correspond aux intérêts
Mais c'est pas du tout mon problème, ça marche. L'Europe, ça n'est pas une nation, c'est une civilisation. Donc les intérêts de la France ne peuvent pas être détruits sous prétexte que l'Allemagne sont plus nombreux que nous. Il me semble qu'on reviendra nécessairement à l'Europe des nations. Cette espèce d'Europe-État qu'on essaie de nous forcer à voir, personne n'y croit et tout le monde sait que ça va jamais marcher et ça va exploser en bas. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est vous vous endormez en 1790, vous vous réveillez en 1830, vous comprenez rien. Le monde a changé, la Révolution française. Vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous comprenez rien. L'Union soviétique a la place de la Russie, l'Empire austro-hongrois qui a disparu. Vous endormez en 1990 et vous vous réveillez en 1930, vous comprendrez rien. C'est-à-dire que l'histoire, depuis le début du capitalisme, ça semble être 70 ans de stabilité et 30 ans de merdier. 70 ans de stabilité et 30 ans de merdier. On est rentré à fond dans les 30 ans de merdier et c'est une merveilleuse nouvelle. Parce qu'enfin, on va redevenir libre. Ces gens-là, depuis 70 ans, ils mettaient tellement de règlements, de trucs, machin, qu'on ne pouvait plus vivre. Et d'un seul coup, on va redevenir libre. Et les périodes de 30 ans de merdier, c'est toujours là qu'on a eu les inventions, c'est toujours là qu'on a eu l'innovation, c'est toujours là que les gens se marrent. Et dans les 70 ans, dans le fond, ça profite aux petits Anglais qui nous mettent des réglementations et qui nous en demandent tous. Donc, si vous voulez, pour la première fois depuis très longtemps, je me dis, on rentre dans une période de chaos, et qu'est-ce qu'on va se marrer? On va enfin cesser de s'emmerder. Vous imaginez pas le bonheur que je ressens. Donc, ce qu'il faut, c'est donc que vous réappreniez à être libre, autonome, indépendant, et à discuter avec vos voisins, etc., entre être libre, autonome et indépendant, pour vous aider les uns les autres librement, sans que vous ayez, sans qu'on vienne vous plaque du bonheur pour le donner à quelque chose. Donc, si vous voulez, on abandonne une période de contrainte et on retourne dans une période de liberté. On ne va pas la gueuler tout le temps, hein, mais est-ce que ça va être intéressant? Voilà, maintenant je prends une question, si vous voulez. Parce que je veux dire, c'est que pour la première fois depuis 20 ans, je reviens. Je serai enfin libre. Enfin, ils vont essayer de m'arrêter. Ça fait 30 ans qu'ils essaient de m'empêcher de travailler, de parler, de dire. Tout ça merveilleux. Ça arrive un peu tard, j'ai 80 ans. Voilà. Je suis tout à fait d'accord pour la première fois. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une tentative délibérée de nous transformer en quelqu'un. Ça a été fait par des gens soi-disant intelligents. Cette tentative est en train de rater. Et bien c'est une merveilleuse nouvelle. Voilà. J'étais bref parce que j'espère qu'il y aura plein de questions. Et c'est tant mieux comme ça. Est-ce que vous avez la salle de questions? Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient. Tiens, là-bas, notre président. Vous savez ce que disait Churchill? Il disait si vous êtes invité à faire un discours, vous vous levez pour être vu, vous parlez fort pour être entendu, et vous asseyez vite pour être invité. Donc j'essaie d'être bref. Monsieur Pierre François, merci d'être venu. Je veux juste revenir sur ce que vous disiez sur. Aujourd'hui, on a un peu cette mode du développement personnel, et je me demandais si le salut de la France et surtout le salut des Français ne passerait pas par justement ce développement personnel, que ce soit économiquement, que ce soit au niveau littéraire, mais aussi et surtout sur un peu l'esprit guerrier qui manque beaucoup, l'esprit de courage, l'esprit d'abnégation et de sacrifice de soi. Vous avez parfaitement raison. J'ai toujours beaucoup aimé le rugby. C'est à la fois un sport individuel, il faut beaucoup de courage, et puis je dis toujours que le rugby c'est le seul sport évangélique, parce que c'est le seul sport où il vaut mieux donner que recevoir. Donc, pour moi, dans les sports collectifs, le rugby c'est
chacun qui défend à la fois soi-même et son équipe. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut, on a essayé de nous transformer en un peuple de moutons. Il faut, comme l'abbé Fabien a dit, il faut en devenir un peuple de guerriers. Mais la meilleure façon d'être des bons guerriers, c'est de le faire en équipe. Donc vous essayez, et très curieusement, les entreprises, surtout dans la mesure où elles restent petites, se prêtent très bien à ce rôle de on va se pousser, on va se tirer, chacun fait ce qu'il fait de mieux. Et au rugby, celui qui est le plus petit, c'est souvent le demi-mêlée, c'est le plus hargneux, c'est celui qui gagne des gens à tout le monde, qui engueule les mots. Et ça a besoin d'un demi-mêlée, mais oui, il faut apprendre à se battre, oui, c'est ça. Il faut aussi, il y avait Paoli, qui était le rédacteur en chef du Figaro Magazine, qui avait écrit un livre superbe il y a une dizaine d'années qui s'appelait La mort du guerrier, en disant que toutes nos élites étaient en train de faire disparaître le soldat qui défendait la cité et qui était celui qui dans le fond sacrifiait sa vie pour la cité, c'était le héros de la cité. Et depuis 50 ans, on a essayé de faire disparaître le soldat comme une figure éminente et on l'a remplacé par je ne sais pas quoi. Voilà. Je crois qu'on va avoir besoin de soldats. Bonjour. Je voudrais votre avis sur quelque chose auquel je travaille depuis les Gilets jaunes. Oui. Donc j'ai essayé l'idée que j'ai tenté de développer. J'appelle ça le braquage démocratique. Imaginons par exemple ce soir que les sièges soient numérotés. Que nous tirions au hasard, au sort, quelqu'un qui serait pour représenter le département. Alors ça, c'est l'idée d'Aristote, c'est l'idée du tirage au sort pour la politique. C'est ça. L'embêtant, c'est que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est toujours le système administratif lui explique qu'il n'y comprend rien et en 30 minutes, en 3 secondes, il se fait bouffer par le système administratif. Tous les petits œuvries, parce que eux, ils savent faire tourner la machine et lui, il n'a pas la moyenne. Donc, c'est pas une question de bonne volonté, c'est qu'il est une question aujourd'hui en France, la question essentielle, c'est qu'il faut une vitalité. Deux points n'attendent absolument pas besoin. Quels sont les services dont on doit se débarrasser à 100%? Et c'est un type que vous tirez au hasard et vous l'envoyez. Il ne peut pas, c'est pas. et si on en fait dans tout le département. Même vous aurez à ce moment-là une chance qui représentera. Combien d'entre vous savent comment marche le Conseil d'État? Combien d'entre vous savent comment marche le Conseil constitutionnel? Il faut qu'il y ait un débat en public avec des gens importants, comme en Suisse, qui disent voilà quels sont les différents points de vue, et ensuite que les gens votent une fois qu'ils ont été informés. Mais vous ne pouvez pas amener dans une position de pouvoir quelqu'un qui n'est pas informé. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. C'est pas une position de pouvoir. Et si, parce que s'il peut détruire, il peut céder du pouvoir. Donc il faut que, pour nous réformer, il faut que les gens aient une position de pouvoir, mais il faut qu'ils arrivent informés. Et donc c'est pour ça que je donne la main de chien à parler à la radio, à la télévision, chaque fois que je peux. C'est que je voudrais informer les gens, de façon à ce que quand il y en a un qui a une position de pouvoir, il pourra peut-être faire quelque chose. L'idée que les gens tirés au hasard vont arriver automatiquement à des bonnes solutions, ils vont se faire rouler dans la famille par tous les fonctionnaires. Pardon? Si son pouvoir est prévu, pourquoi À ce moment-là, c'est encore plus. À ce moment-là, vous donnez le pouvoir aux administrateurs. Parce qu'il faut que ça tourne pendant ce temps-là. L'idée, si vous voulez, ça sert à rien, c'est des idées de. Comment il s'appelle ce truc que j'aime bien? Étienne Chouard. Étienne Chouard, voilà, très bien. Mais c'est complètement téléphonique. Ça marchera jamais dans la réalité. Imaginez une entreprise où les gens décident qui va être le patron. Et puis ensuite, ce supplément va le
remplacer votre patron par un autre patron. Et puis par un autre patron au hasard, quand on plus tard, ben, l'entreprise a une faillite en 6 mois. Il y a quelque chose de très curieux dans les affaires, j'ai vu quelque chose de très curieux. C'est qu'il y a des gens qui, je l'ai vu toute la vie, vous êtes 30, 40, vous travaillez dans une entreprise, et puis d'un seul coup, sans que vous sachiez pourquoi, tout le monde se met à suivre le même. Sans personne ne va concerter. Vous savez, c'est notre truc, puis d'un seul coup, tout le monde dit on va demander son avis à lui, puis on va demander ça. Et c'est toujours le même. Donc, vous avez certaines personnes, aussi que ça paraisse, qui ont une espèce de capacité, un charisme, une capacité à comprendre l'environnement et à tirer dans le bon sens. Mais ça, vous ne trouvez pas par hasard. Si vous mettez 30 personnes dans une salle, vous les faites bosser 30 ensemble, et vous verrez le leader émerger. Et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est ça. C'est pas possible. Donc il faut laisser les choses mûrir. Et c'est pas évident. Et le problème aujourd'hui, c'est que tous les leaders qu'on a, ils nous sont imposés de l'extérieur et du haut. Ils ne viennent pas de la place. C'est les lobbies. C'est des lobbies, c'est des gens qui descendent comme ça, qui descendent. Moi, par exemple, j'ai été embauché dans une banque en France en 71. Bon, très bien. C'est pas de moi. Je fais de bonnes études. Je me suis rendu compte au bout de 3-4 ans, 3 ans, que dans ma banque, j'aurais, pour ceux qui connaissent l'armée, j'arriverais sans problème au grade de colonel. C'est-à-dire bien. Mais que pour arriver au grade de général, général de division, général de commandement, etc., il fallait avoir fait l'ENA, l'inspection des finances. Donc je savais à 30 ans que ma carrière s'arrêterait à ce niveau-là à 55. Donc j'étais faire autre chose d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout notre système de commandement en France ne vient pas de la base du choix des gens qui ont travaillé les uns les autres, mais vient du souvenir. La France est le seul pays au monde que j'ai vécu dans un pays où c'est tout à fait extraordinaire. On s'est assis dans un dîner en ville avec un vieux monsieur qui a mon âge, qui apprend la vallée. Et si par hasard il a fait Polytechnique 60 ans avant, dans les 5 premières phrases, il me le dira. Alors que, moi j'ai envie de dire que vous l'avez foutu en 20 à 80 ans. C'est ça qui est intéressant. S'il a fait Polytechnique à 20 ans, on est à 20 ans, il vous le dira. Parce que c'est un signe qu'il a la possibilité de vous donner des ordres. Vous aurez des circulaires. Mais cette espèce de glissement par l'État, et ce dont la France crève. Il faut retourner à des modes de sélection de deux élites qui viennent de la base. Et ça, c'est la démocratie directe encore. Von der Leyen, on l'a pas eu. Pardon? Von der Leyen, on l'a pas vu, c'est pas là. On était là. Qui ça? Von der Leyen. On l'a pas vu, il a été élu par personne, on ne peut pas la dire. Je connaissais un homme politique anglais qui s'appelait Tony Blair, qui était d'extrême gauche. Il était très sympathique. Et il disait la démocratie, c'est pas difficile. Attendez, mais bon, c'est représentatif, moi non plus. C'est que vous avisez un gars en vous doutant qu'il n'est pas compétent. Et quand 5 ans après vous en êtes sûr, vous le virez. Mais nous, Von der Leyen, tout ça, on sait qu'elle n'est pas compétente, on sait qu'elle est contrôle. Mais on ne peut pas la virer. Ils nous ont fait des systèmes, on ne peut pas la virer. Et si vous voulez les contrôles, ils disent vous êtes un fasciste. Tout ce que je veux, c'est plus de démocratie, je suis un fasciste. Il ne faut pas déconner. Le fait. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde de théâtre d'ombre. Vous avez d'un côté le monde politique qui agisse des mots, démocratie, liberté, droit de l'homme, qui s'en mettent plein les fouilles, qui sont des gros brigands, et l'autre bloc qui comprend rien en se disant mais pourquoi vous me votez une veste? On est obligé parce qu'on vous voit qu'on vous connaît pas. Par exemple, Charles Droite, que je connais, qui est un ancien juge d'instruction, eh bien, il y a 76 millions de cartes vitales en France, et il y a 68 millions de citoyens. Et bien, ça fait 10 ans que ça dure, il n'y a toujours eu aucune enquête sur où étaient les 8 millions de cartes vitales en France. Qui les utilise, pourquoi, où est le pognon? Donc, quand on se pose la question de où est le pognon, la réponse est ça ne regarde pas. Si, c'est vrai. Donc, nous ne sommes plus en démocratie.
première des choses dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'on n'est plus du tout en démocratie. Donc il va falloir y aller un peu de fourche aussi. Au sujet de la démocratie suisse, bon, a des qualités, mais elle a aussi des limites, parce que c'est aussi en Suisse qu'on peut aller se faire piquer pour se faire euthanasier. Ça a été voté démocratiquement, etc. Bon, en Suisse, les médias sont tenus aussi, comme en France, grosso modo, par une petite oligarchie. Alors, comment faire pour qu'un pays qui veut rester ou qui souhaite devenir une grande nation, le peuple reconnaisse une sorte de transcendance, un ciment commun qui fait une unanimité ou presque pour avoir un fondement pour vivre, quoi. Vous savez ce que disait Brassens, mourir pour des idées, je veux bien, de Normand. C'est-à-dire que cette idée d'un destin commun m'inquiète énormément. Parce que la France n'a jamais été aussi grande que quand chaque individu était libre. Et elle n'a pas été grande quand chaque individu était soumise à un destin commun. Parce qu'un destin commun, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous dit voilà quel est notre destin commun. Et ça, les francs, c'est le propre du mot franc qui veut dire libre, affranchi, libre. Affranchi, maintenant, on est devenus les esclaves. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Je quitté la France en 1981. Pour des raisons, parce que je ne voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes, mais ça, c'est pas la question. Et on est parti avec ma chère épouse et on est allé partir pour Londres. Quand on est revenu on va passer les vacances, on était souvent en France, on est revenu en 2014, je crois, etc. Il y a deux choses qui m'ont frappé en France, c'est que la France est un pays maintenant où tout le monde a peur. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. La France avait peur de rien, les Français n'avaient peur de rien en 81, maintenant ils ont peur de tout. Ils sont téléphilés, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela, ils ont peur de leur emploi, ils ont peur de pas leur subvention, on ne sait rien. La France a peur, et la France est un pays très gai, et c'est devenu un pays très triste. Et en l'espace de 40 ans, j'ai vu la France, qui était un des pays de la France, c'était sur un des gens. On meurt, mais on n'a fait pas une pendule. On est gai, on est le pays qui est à la fois profond et léger. Et maintenant, on devient sinistre et lourd. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce peuple. Il est devenu maintenant revendicatif, triste, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut, c'est dire aux gens, on va tous mourir, et alors, on s'en fout. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'avancer. C'est pas parce qu'on va mourir qu'il ne faut pas vivre. C'est marrant. Ils ont tellement peur qu'ils vivent plus. Moi, ça, je suis sûr que c'est toujours pareil. Hein. La France est un pays très bien, mais ce qu'on nous a imposé, c'était une doctrine de on va prendre dans la gueule, on va tous mourir de chaud, on va tous mourir de froid, on va tous mourir. On va tous mourir. Le roi par là. Surtout pas de grands projets. En d'autres termes, il va être un projet qu'individuel. Ils ont fait le Covid, la stratégie du choc, c'est toujours d'avoir peur, une guerre. La stratégie du Covid, c'est incroyable. On était tous terrifiés. Et en plus, ceux qui refusaient d'avoir peur, on les chassait des hôpitaux. Vous êtes avec les menottes, là. On les avait avec les menottes. Et on sait maintenant que c'était un gros mensonge, puisque le grand rapport du Congrès des États-Unis vient de sortir au Congrès des États-Unis, ça avait été un grand complot, ce Covid. Ça n'était qu'un grand complot depuis le début pour foutre la tête aux gens. Mais maintenant, on sait. Grâce à vous, entre autres, mais les médias, ils appartiennent à qui? Ça, c'est le coup de peau de. Ça, c'est le coup de peau de. C'est pas difficile. La presse reçoit, je crois, les subventions de la presse du gouvernement français, les journaux officiels, c'est 1,1 milliard d'euros pour toute la presse confondue. La première des choses que le gouvernement régional devrait faire, c'est supprimer toutes ces subventions. Il n'y a aucune raison que les journalistes soient payés pour des politiques des conneries de personne. Internet, le blog Telegram, le blog tout, le blog le circuler.
ont été défendus. Il n'y a rien de défendu. Aujourd'hui, on a une lutte entre ce que j'appelle la force du mensonge. Autrefois, vous savez, c'était l'empire du mal avec l'Union soviétique, et ça a été remplacé par l'empire du mensonge avec tous ces salopards. Et maintenant, c'est une lutte entre nous et l'empire du mensonge. Et l'empire du mensonge, il est puissant. Ils ont l'argent. Ils ont notre argent. Ah ouais. Ils ont notre argent. Et ce qui va se passer, c'est que vous regardez la France, par exemple, vous regardez les comptes publics de la France, il est évident que d'ici un an, on ne pourra plus payer. Il va y avoir une crise sur la dette monstrueuse. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver comme l'Argentine, ça ne valait même plus la peine d'aller toucher ces subventions, parce que les subventions que vous touchez, vous rapportez moins que le petit plus pour aller les toucher. Donc, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en tant que financier, ce que je vous dis, c'est que vous ne devez pas avoir une seule obligation française, vous ne pouvez avoir que des actions ou de l'or. Et vous ne pouvez pas avoir des contrats avec l'État, parce que l'État, il va vous ruiner. Donc si vous avez du cash, si vous avez des obligations, vous allez pouvoir les faire public. Donc il faut leur mettre le nom. Ou des boîtes de raclette. Ou des boîtes de raclette, c'était par rapport à Charles Sénat. Oui. Mais l'essentiel, si vous voulez, c'est que tous ceux qui dépendent de l'État vont ramasser comme les gars. Ceux qui sont libres vont se retrouver prospérants. Exactement comme en 1990, quand l'Union soviétique a sauté, au bout de quelques années, le général de l'ancienne armée russe, avec sa somme, il pouvait s'acheter une baguette. Mais le type qui était épicier, cuisinier, etc., lui, il aimait très bien. Donc c'est dans le revenu de l'État, parce que l'État vous l'avez appliqué à vous, ceux-là, ce que j'appelle les faux métiers, ils vont vraiment briller. Et si vous vous débrouillez pour faire des choses utiles aux autres, vous allez prospérer vraiment. Il y a une question là-bas. Ouais. Merci, monsieur Gall. Je voudrais justement, si vous voulez bien, revenir un petit peu à vos premières amours, c'est-à-dire la finance et les marchés. Juste avant l'élection du président Trump, les économistes nous disaient qu'on irait probablement vers un désastre financier. Au lendemain de son élection, les marchés atteignaient des plus hauts historiques. Juste avant la démission du gouvernement Barnier, les hommes politiques nous disaient on va connaître un cataclysme financier. Le lendemain, je crois que le CAC 40 prenait plus de 1%. Du coup, est-ce que ça veut dire d'une part que le peuple, c'est-à-dire les petits porteurs, ont repris le pouvoir sur des marchés financiers, et d'autre part, est-ce que les politiques souverainistes sont les plus vertueuses pour la croissance économique et financière? C'est deux questions intéressantes. La première des choses, c'est, je vais vous donner l'exemple de la Turquie. La Turquie, avec M. Erdogan, il y a 4-5 ans, avait des dettes monstrueuses. Elle a essayé, elle l'a fait d'ailleurs, elle a foutu en l'air sa monnaie. C'est-à-dire que le taux de change de la lire turque a baissé de 90 à 95%. Donc, celui qui a pris le cash, pareil. Celui qui avait dans son portefeuille, qui avait confié de l'argent à l'État turc, il est laminé. Il a perdu 95% de son trésor. Celui qui avait des actions des sociétés turques, ou celui qui avait de l'or, ou celui qui avait moitié d'actions turques, est mort. Il a fait un carton, c'est le meilleur portefeuille de toutes les bourses du monde. Donc, si les crédits qui vous sont déversés sur la Bourse de Paris, vous vous dites, j'ai 3 000 milliards d'euros de dettes émises par l'État français, le gérant financier. D'ici 2 ans, ça vaudra 0. 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais ça vaudra 0 un jour parce qu'on ne peut pas les rembourser. Donc si je suis malin, qu'est-ce que je fais? Je vends mes obligations et j'achète un liquide. Parce que dans 5 ans, un liquide, ça vaudra toujours un paquet. Donc, si les financiers pensent que la France va s'écrouler, les actions vont monter. Les obligations vont s'écrouler, mais les actions vont monter. Donc, prendre la hausse du marché des actions comme un signe positif,
c'est faire une erreur de raisonnement. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les actions, ça correspond à... Il y a un grand financier qui s'appelle Warren Buffett, qui existe toujours, il a 94 ans. Il dit quand vous achetez quelque chose, ce que vous payez, c'est le prix. Ce que vous gardez, c'est la valeur. Aujourd'hui, le prix d'une obligation française, c'est des taux 85, et la valeur, c'est 0. Le prix d'une action liquide, c'est 400, mais la valeur, ça vaut beaucoup plus parce que ça sera toujours là dans un temps. Donc il faut bien faire une différence, si vous voulez réfléchir, entre le prix et la valeur, qui sont deux notions complètement différentes. L'une est un phénomène monétaire, l'autre est un phénomène de création de valeur. Et on se sert des prix pour mesurer la valeur. Mais les prix, le système monétaire, ça coûte rien de faire un billet de 50 €. C'est simplement parce que vous croyez que ça vaut 50 € peut-être. Mais si d'un seul coup les gens ne croient plus à leur monnaie, elle va à zéro. La monnaie, c'est uniquement un concept, c'est pas une valeur. C'est un peu compliqué, je veux dire. Justement, une question concernant la monnaie. Vaut mieux être en dollars ou en euros? Parce que les monnaies en euros. Il est certain. Alors, ce que disait John Milton Morgan, qui était un peu plus grand marqué d'histoire, on dit à la fin au début du XXe, c'est ça. Il disait l'or, c'est de la monnaie, tout le reste, c'est du crédit. Donc l'or, c'est un actif inoffensif de personne. Donc, ce qui peut vous arriver avec l'or, c'est que vous le fassiez m'embêter. Ou vous perdez, il y a quelqu'un qui vous attaque pour vous le voler. Mais un crédit, le crédit, ça vient du mot credo en latin qui veut dire je crois. Donc un crédit, c'est quelque chose dont vous croyez que ça a de la valeur. Et si tout le monde cesse de penser que ça a de la valeur, ça donnera zéro, alors que l'or ne va jamais zéro. Donc, si vous faites vraiment du souci, il faut avoir de l'or. Et maintenant, il y a des... Vous prenez dans le monde, par exemple, aujourd'hui, il est évident que les dettes françaises, anglaises, américaines ne pourront pas être remboursées. La dette est trop importante, le service de la dette monte trop vite, c'est fini, on ne pourra pas rembourser. On a dépassé le plan autonome. Mais vous avez des pays parfaitement normaux, en Asie, la Chine, l'Inde, etc., qui ont des systèmes où vous pouvez avoir des obligations, vous pouvez avoir des crédits là-bas. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est la première chose que vous sachiez, c'est que l'or se balade. Historiquement. Et c'est quelque chose de montré dans le papier, que j'ai beaucoup amusé. C'est que bon, les Espagnols trouvent plein d'or en Amérique latine. Ils le mettent en Europe. L'or, il va s'attendre en Espagne. Il va à Amsterdam. Parce que à part d'Amsterdam, il va à Londres. Et puis de Londres, il passe avec les siècles aux États-Unis. Et maintenant, tout l'or du monde, il est en train de passer en Asie. Et s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est acheter des obligations d'un pays dont l'or se barre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique. Il ne pourra pas rembourser ses obligations. Donc il y a comme ça quelques règles qu'il faut savoir. Si vous aviez acheté des obligations espagnoles en 1500, bon, mais quand Philippe II d'Espagne a fait faillite, toutes les banques italiennes ont sauté. Parce qu'ils avaient plein d'argent en Espagne, alors qu'il aurait fallu mettre de l'argent. J'avais des banquiers qui m'a beaucoup appris quand j'étais jeune, qui s'appelait M. Gutzwiller, et Ernest Gutzwiller, qui est un banquier suisse, il avait le bureau à Paris, je passais du temps avec lui. Il me disait Charles, il y a une règle, peut-être un jour vous serez un banquier, il faut bien faire un compliment. Peut-être un jour vous serez un banquier. Il y a une règle que vous ne devez jamais oublier, c'est qu'en tant que banquier, vous ne prêtez jamais d'argent à quelqu'un qui en a besoin. Je me suis dit, tiens, il faut toujours côté d'argent, petit qui n'en a pas besoin. L'autre, il laisse pas vos conseils. C'est horrible, je dis. Et vous êtes là, pas pour faire de la gentillesse avec le capital. Vous êtes là, voici des votes de votre épargne, la personne que vous avez activée, etc. Comment j'ai votre épargne? Parce que le premier livre, c'est ce qui va vous arriver, et le deuxième livre, c'est comment vous protéger contre ce qui va vous arriver. Ça, c'est les recettes de cuisine pour se débrouiller en 4 années.
Monsieur. Moi, j'avais une question par rapport à la France et avec l'aide française et le FMI, parce que le FMI a réussi à faire en sorte de ressusciter la Grèce, sauf que nous, notre dette, c'est pas nous qui la détenons en majorité, et que si on arrive au même moment de l'Argentine avant l'hiver Milley, comment on va faire pour garder l'Union européenne pour ceux qui souhaitent la garder? Mais sinon, l'Union européenne, avec la France avant l'hiver Milley en Argentine, comment elle va tenir? Combien de temps on a avant qu'on arrive sur un crash où on va devoir payer notre baguette avec une dette d'euros? Et dans quel pays en Amérique latine on pourrait, pour ceux qui veulent aller, en pensant à l'Argentine et au Pérou, notamment avec la construction du nouveau port chinois au Pérou, vient d'être inauguré. Alors, on pose une question. Alors, la première question, c'est la France est beaucoup trop grosse pour le FMI. Le FMI a un capital de 100 milliards d'euros. Il peut peut-être lever 300-400 milliards d'euros sur les marchés, mais notre dette est à 3 000 milliards d'euros. Donc, la France est beaucoup trop grosse. Le FMI, il n'en est même pas question. La seule façon pour la France de s'en sortir, c'est de sortir de l'euro et de rendre les entreprises françaises, après une chute sévère de l'euro, extrêmement rentables, de façon à ce qu'elles commencent à produire plus et à consommer moins. Donc, à ce moment-là, vous êtes certain qu'on s'en sort, mais on ne peut pas s'en sortir si on reste dans l'euro. Alors, les culs, c'est la faillite, c'est certain. Donc, vous allez avoir le choix maintenant, et ce qui est intéressant, c'est que les Allemands sont en train d'arriver à peu près à la même conclusion, pour des raisons posées. Donc, pour la première fois pour la création de l'euro, il y a une espèce d'opposition totale entre ce que veut faire l'Allemagne et ce que veut faire la France. Ce qui rend la rupture de l'euro beaucoup plus certaine. Les Allemands ils veulent augmenter leur taux d'épargne, et nous, on veut continuer à le diminuer. C'est pas possible. Donc, la probabilité d'une rupture de l'euro et d'une disparition de l'Europe, institutionnelle telle qu'on l'a faite depuis de l'or, est extraordinairement élevée. Je crois que l'Europe imbécile, on essaie de faire une espèce d'Europe. Vous avez deux notions d'Europe, celle qui datait de l'Église catholique, qui était l'Europe de la subsidiarité et l'Europe des libertés. C'est-à-dire, c'est celle qu'on avait au XIIe ou au XIIIe siècle. Tout le monde faisait des expériences. Vous aviez la Ligue hanséatique. D'ailleurs, c'était pas. Personne ne savait ce que c'était, on sait pas très bien. Vous aviez la naissance des villes-États, Venise, Florence, vous avez en Belgique aussi, Liège, etc. Là aussi, c'est ça. Vous avez eu les débuts des États-nations, avec la France et l'Angleterre. Vous avez eu le Saint-Empire romain germanique, qui était Nissan, romain germanique, qui était en Sicile. Et tout le monde faisait des expériences, et puis finalement, on s'est débrouillé pour aller vers ce qui marchait le mieux. On a convergé vers l'État-nation. Et puis, dans ce long courant de l'histoire européenne, vous avez toujours eu une série de fous qui voulaient retourner à l'Empire romain. C'est-à-dire retourner à l'Europe puissance. Non pas l'Europe liberté, mais l'Europe puissance. Bah, sinon, c'est Charles Quint, c'est Louis XIV, c'est Napoléon, c'est Hitler, c'est tout ça. Et ça s'est toujours terminé dans le sang des Grands. Et bien, ce que ces crétins ont fait à Bruxelles, depuis 2 heures, c'est qu'ils sont en train d'essayer de recréer une Europe puissance. Et ça va se terminer dans les centres de l'âme, comme ça c'est toujours parce que vous ne ferez pas d'un Français à un Allemand, ni d'un Italien, et c'est très bien comme ça. Donc ce que j'essaie de dire, c'est l'Europe est une civilisation, ça n'est pas une nation, ça ne sera jamais une nation. La France est une nation, l'Italie est une nation, l'Angleterre est une nation, l'Europe, ça ne sera jamais une nation parce qu'il n'y a pas de volonté de vivre ensemble. Non, ce sera la résurrection de la France. Ce sera la résurrection de la France. On crève de ce que ces crétins nous imposent des règles qui n'ont rien à voir avec les avantages de la France. Vous allez voir ce qui se passe avec la caution aujourd'hui, c'est un scandale. Et donc, à partir du moment où on se libérera de ces contraintes, une fois de plus, la France redeviendra libre, et à ce moment-là, ça marchera très bien tout seul. Vous savez, il y avait Louis XIV qui avait été voir, je crois que c'était
vers Saint-Malo, les armateurs français, ils faisaient concurrence aux armateurs anglais. Et le roi leur a demandé, monsieur, comment puis-je vous aider? Et le chef des armateurs français a dit, surtout si on ne nous aidez pas. Vous nous avez déjà assez aidés. Laissez-nous tranquilles. Vous occupez pas de nous. On ne demande rien. On n'a pas besoin de ces gars-là. On n'a pas besoin d'être aidés. Je veux être libre. C'est des parasites. Pardon? C'est des parasites. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça n'est pas quelque chose dont je me suis j'ai vécu 25 ans en Angleterre. Le peuple anglais, bon, c'est sympathique, mais il y a beaucoup de football, il y a se mettre sur la gueule. Les trucs ne sont pas très intéressants. Les élites anglaises sont fascinantes. Vous allez en France, le peuple est fascinant, et les élites sont complètement. Comment se fait-il qu'un pays aussi, il y a des peuples aussi compétents qui génèrent des élites aussi brillantes, et nous, il y a un peuple aussi brillant, on génère des élites aussi cons? C'est quand même un grand mystère. Alors, il y a une question. Démocratie Directe France vient de lancer une pétition pour le départ du président de la République. Ça me paraît une excellente idée, je crois y avoir contribué un peu. Elle est à votre disposition. C'est-à-dire on essaye de faire le même coup que les Anglais ont fait avec Star Wars, ils ont déjà 3 millions de gens qui ont voté, en disant ce serait bien s'ils s'en allaient. Parce que si on peut lui enlever complètement toute légitimité, si pour lui avoir 4, 5, 6 millions de personnes qui signaient cette pétition, eh bien là, il serait obligé de partir. Oui, par exemple, j'ai 30 000 € à placer. Oui. Vous vous abonnez à l'université d'État et vous achetez mon livre. Et quel type de placement vous me conseilleriez pour un épargnant assez modeste? 30 000 €, oui, mais c'est d'abord c'est pas modeste. Et ensuite, je mettrai aujourd'hui, c'est ce qu'on dira à l'université d'État, je mettrai un tiers en yens, en cash, un tiers en or, et un tiers probablement en actions asiatiques ou énergétiques. Des ETF. Et avec ça, vous devriez vous faire à peu près de 6 ou 7% réel sans faire de soucis. Et les monnaies numériques? Si j'ai bien compris, vous êtes tous d'accord avec cette pétition pour faire partir le président de la République. Oui. Peut-être qu'un parmi vous est contre cette option. Donc il y a l'unanimité dans cette salle pour la pétition. Est-ce que certains d'entre vous pourraient dire pourquoi? Parce qu'il est incompétent, moi. Alors, pourquoi ce serait le président de la République? La macronisme. Pas tout à fait. Moi, personnellement, je m'aperçois, parce que vous pouvez tout qui est là, un pouvoir d'achat illégible. Que je n'ai plus les libertés que j'avais avant. Plus près du micro. Il n'en a pas. Et en tant que retraité, je trouve qu'on est mis beaucoup à contribution. Et ça ne fait que commencer. Et ça fait que commencer. Je crains le dire pour vous. Donc, ce sont des informations de dire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que les États sont là jusque-là. Et que dans le temps, il y a encore 40 ans, là-bas, quand on était là-bas, on pouvait monter une certaine hiérarchie. Et les organismes, moi j'étais dans la sécurité sociale, les organismes marchaient impeccablement. À partir du moment où on a commencé à mettre des énarques, ça a été la chienlit, si je puis dire, comme disait De Gaulle, c'était la chienlit, parce qu'ils ne s'occupaient pas de ce qu'il y avait à droite ni à gauche, du bon fonctionnement, mais c'était les objectifs qu'ils avaient atteints, sans s'occuper de ce qui pouvait exister dans l'organisme et les moyens qu'il y avait dans l'organisme. Voilà. Je suis d'accord, mais ce qui se passe, c'est qu'ils mettent des autorités de contrôle pour vérifier les autorités de contrôle, qui vérifient les autorités de contrôle. Aujourd'hui, par exemple, il y a 40% du personnel hospitalier en France qui ne voit jamais un malade. C'est un petit peu de temps, alors qu'avant, il faisait 3%. Nous, ici, 40 gars qui ne voient jamais un malade. Ils vont inventer l'hôpital, si vous voulez, où finalement il y aura plus administratif, et on soignera
Et pour répondre à la question sur la Suisse avec l'euthanasie, je tiens à dire que je me suis laissé dire que dans les hôpitaux français, il y avait des recommandations non écrites qui étaient que l'équipe qui avait plus de 80 années et qui était malade, c'était pas trop la peine de faire de l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire qu'on pratique l'euthanasie en douce. Et sans la volonté de l'équipe. Parce qu'en Suisse, celui qui est en Suisse, il est là parce qu'il le veut. Nous, on ne soigne pas. C'est pas bon. J'ai une question volontairement provocante. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore croire dans la démocratie? Premier exemple, 1795, les royalistes obtiennent la majorité sur une élection, on les envoie tous à Cayenne. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, le premier parti de France, c'est à peu près le RN, si je ne m'abuse. Ils n'ont aucun siège à l'Assemblée nationale, enfin aucun poste à responsabilité à l'Assemblée nationale. Donc comment est-ce qu'on peut croire que la démocratie fonctionne quand, dès que quelque chose est voté, le peuple a donné son avis, on n'y écoute pas nécessairement? Il y a eu ce référendum sur l'Europe. Il y a eu le référendum sur l'Europe, on s'est dit en droit de l'Union, et on l'a eu quand même. Et en Roumanie, il y a eu des élections, on a décidé que TikTok avait grandement influencé le. Donc c'est pour ça que la démocratie représentative ne peut pas marcher. C'est parce qu'elle est capturée par des criminels. Mais personne n'a jamais remis en cause un référendum suisse. Il n'a jamais été annulé par personne. Donc il n'y a de vérité, il n'y a de démocratie que si le peuple s'exprime directement. Si le peuple s'exprime par des intermédiaires, ça ne peut pas marcher. Et s'il y a triche, parce que si on fait le vote électronique, il peut y avoir triche. Oui, mais ils y reviennent beaucoup au vote électronique aux États-Unis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on va maintenant repasser au vote manuel et on va demander des papiers d'identité. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais les seuls endroits où Mme Harris, Kamala Harris, a eu la majorité, c'est ceux où il n'y avait pas d'identification de votant. Et ça, c'est un peu gênant. Il est sur la barre. Donc, encore une fois, il faut militer pour proposer le contrôle de votre conseil municipal, du département, par des votes. Donc, c'est un point qui ne peut partir que de la base. Ça ne viendra pas du sol. Et nous ne donnerons jamais la liberté, jamais. Et le changement de population. Parce que si on fait venir des personnes d'Europe ou autres. Mais je ne sais pas, parce que moi, je suis face sur YouTube que j'ai fait, je suis arrêté sans arrêt dans la rue par des gens qui disent merci beaucoup, continuez, surtout continuez. 50% des gens, c'est des gens sur l'immigration, c'est des Arabes, c'est des Noirs. Donc je me dis, il doit y avoir une partie importante de ces gens-là, comme publier ces éléments de des bons français, il y a 20% de dollars, et on se laisse casser cas sociaux. Alors on va l'envoyer à Cayenne, et on dit, vous pouvez dans la jungle, vous ne voyez pas. Mais donc, vraiment, je ne suis pas certain de ce désir des musulmans de changer notre société. J'ai pas dit musulmans, j'ai dit c'est l'élite qui veut un changement de population. Oui, mais ils risquent de se retrouver avec une population un peu plus difficile. Allez-y, prenez le micro. Vous le mettez là. Parce que me disent tous les amis politiciens, mais si tu demandes leur avis aux gens, ils ne vont pas suivre la ligne officielle, mais je leur dis justement, c'est pour ça qu'ils ont mangé. Et puis pour l'immigration, je retranche derrière la question. Allô, allô. Et je voulais revenir juste à la fin de votre exposé sur la vérité de rendre à vivre. Je pense que la droite souverainiste a le courage de la vérité. Et quand vous parlez du merdier qui va nous rendre libre, je voudrais savoir concrètement comment vous voyez, parce que souvent on dit ça va péter, ça pète toujours pas. Donc je voulais savoir si vous voyez. Tant qu'on peut emprunter, ça ne pètera pas. Le jour où plus personne ne prêtera. Je voulais savoir comment vous voyez ça concrètement. Est-ce que c'est une révolution, un coup d'État, une guerre civile, un homme providentiel, une implosion? L'homme providentiel, on l'a déjà donné. En général, c'est celui qui fait tuer le plus de monde. Non, l'homme providentiel, je sais pas. Moi, si vous voulez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que j'essaierai, si j'ai
vivant en province, etc., j'essaierai d'organiser des solidarités locales. Que, par exemple, le médecin accepte d'être payé en poulet, des trucs idiots, mais essayer de commencer à vivre en faisant de moins en moins appel à tous ces organismes officiels qui vous enseignent. Essayer de retrouver les solidarités locales. Mais comment vous voyez la venue du quartier? Ah, mais j'en ai une idée, mais je sais qu'on va rigoler. L'essentiel, c'est que ça bouge. Dès que ça cesse de bouger, c'est la mort. Donc, dès que ça bouge, la vie reprend. Certains d'entre vous ont déjà commencé à signer la pétition. Vous pouvez continuer d'ailleurs. Vous pouvez surtout envoyer vos amis pour qu'ils la signent. Et Charles de Gaulle va repartir avec. Mais vous pouvez également accéder à France Démocratie Directe. Je dis ça parce que j'ai créé en 1980 une association qui s'appelait France Démocratie Directe. Voilà. On vit tous par la confusion. Alors, vous regardez sur le site et la pétition est en ligne. Vous avez également une adhésion possible que je vous ai distribuée. C'est 10 €. Mais ça va beaucoup nous aider à renforcer notre association, notre démocratie directe, celle que nous voulons, pour nous débarrasser des tisonneries, comme dit Charles. Les tisonneries, vous savez, c'est... Est-ce que vous avez lu le Petit Nicolas? Vous avez lu le Petit Nicolas, vous savez, c'est le Goscinny, c'est un peu, etc. On est gouverné par Aguenand. Aguenand, c'était le favori de la maîtresse, c'était celui qui disait pourquoi vous n'avez pas fait l'interrogation écrite, vous avez dit qu'il faut faire une étude, vous disiez faire ta gueule. Celui qu'on ne connaît jamais dans l'équipe de foot, vous savez, parce qu'il avait deux pieds gauche. Le bon élève, ça fait 50 ans que la France est gouvernée par des Juppé et des Fabius, qui ont deux pieds gauche, qui n'ont pas de caractère, et qui ont un projet qui n'est pas pour la France. Je crois que fondamentalement, ces gens-là détestent notre pays. Ils le détestent. C'est pour ça que j'ai toujours, j'ai aucun problème à discuter avec les communistes, les socialistes, c'est toujours dommage. Les communistes, dans le sens, ils restent vraiment patriotes. Les socialistes, ils sont juste des traîtres. C'est marrant. Est-ce que vous pensez, Charles, que le président de la République, si on n'arrive pas à le mettre dehors, est-ce qu'il est capable de lancer l'article 16? Oui, mais s'il prend un énorme risque, parce qu'à ce moment-là, s'il prend l'article 16, sans que l'existence du pays soit en cause, est-ce que les autorités militaires, policières, judiciaires accepteront, ou est-ce que moi je me souviens très bien en 1958, quand il y avait eu la chute de la République, ça avait commencé avec la police qui s'était mise à salir les relais nationaux. Donc quand la police commence à attaquer l'Élysée, vous vous dites que ça commence à sortir de Russie. Donc, s'il utilise l'article 16, à ce moment-là, c'est un coup d'État. Et le coup d'État, il y a des gens dans l'armée qui me disent, je n'accepte pas. Donc, il prend un risque énorme de se retrouver avec les forces de l'ordre basculant contre le groupe. Comme en Corée. Comme en Corée, comme ça se passe en Corée. Il y a la question là. Monsieur Gall, moi je vois que vous parlez de démocratie directe, vous parlez aussi du fait de recréer du lien entre nous. Vous pensez que cette démocratie directe, elle va venir justement de tous ces regroupements qui vont pouvoir se faire? Quels sont les différents blocages jusqu'au niveau européen aujourd'hui? Il faut. Voilà. Comment on arrive à mettre en place justement à mon avis, ça commencera par l'Est de la France. L'Alsace, la Norvège, tous ces pays qui sont à côté de la Suisse et qui voient leurs cousins voter toutes les semaines.
ça viendra comme ça doucement. Vous aurez des traces de démocratie directe qui arrivent mondialement de l'Est de la France. Et puis ça gagnera. Et là où ça résistera le plus, c'est la région parisienne. Parce que quand vous voyez les votes, vous mettez tous les votes bleus, tout le monde est bleu en France, sauf Paris qui est rouge. Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Marseille. Donc vous voyez très bien qu'aujourd'hui, c'est le peuple français contre ses élites. C'est vraiment la bataille d'aujourd'hui, c'est pas gauche ou droite, c'est le peuple contre ses élites. C'est clair, vous regardez les cartes, et vous regardez aussi une autre carte que j'avais vue, qui avait été faite par les échos, qui est incroyable. Vous regardez la carte où ces gens-là passent leurs vacances. Quand j'étais jeune, celui qui était élu à gauche, il passait ses vacances à gauche. Aujourd'hui, ils passent tous leurs vacances, ils vont à Deauville, dans l'île de Ré, sur le bassin d'Arcachon, ils descendent comme ça à l'arrêté Saint-Mandus, puis ensuite ils passent sur la côte. Il y en a quelques-uns qui passent dans la montagne là, au niveau des Dolomens d'Isère. Mais il n'y en a plus un de ces élus qui passent ses vacances là où ils étaient. Autrefois, ils étaient tous vos élus qui passaient leurs vacances chez eux. Aujourd'hui, ils se retrouvent entre eux, et ils se convainquent parce qu'ils sont tous les plus beaux, les plus intelligents entre eux. Ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus à personne, ils ne parlent plus qu'à eux. Non? Et du coup, vous dites que ça va venir de l'Est, mais comment ça va? Mais regardez la rapidité avec laquelle s'est défendue l'Union soviétique ou la Syrie la semaine dernière. C'est une espèce de truc où vous êtes une opération puissante, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient un coup de pied dedans, ça s'écroule en une semaine. Donc, il ne faut pas croire qu'ils sont invincibles. Ils vont se péter la gueule. Est-ce que vous avez des exemples de solidarité locale dont vous parliez tout à l'heure comme piste à explorer? Vous l'avez beaucoup vu aux États-Unis avec le mouvement qui est venu justement de la base, qu'on sortait tous les politiciens corrompus et tout, c'était. Oui. Et en France, je peux vous dire un truc, c'est que dans le temps, par exemple en Vendée, ça avait été organisé par les églises. Et moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que l'Église de France, c'est les derniers socialistes. C'est-à-dire que l'Église de France n'est plus l'Église de France, c'est devenu une espèce, ils font partie de cette classe et regrettent de ne plus avoir le pouvoir de notre corps. Je veux dire, il me semble que, mais par contre, je connais toute une série de curés de village que je pêche d'en faire. Et donc, ne parlez pas aux évêques, parlez aux curés, demandez-leur de vous organiser. Ils fassent ça fait. Demandez à la Vendée, ils sont perdus, mais ils sont débattus. Oui, une question à vous poser, Charles. Vous dites à l'instant que ça viendra progressivement par la Suisse. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, ils ont apporté de l'art. Il y a des référendums au niveau des États sur des sujets qui sont les mêmes sujets qui nous préoccupent. Et il y en a certains qui votent d'un côté, d'autres qui votent de l'autre. Donc, oui. Le Minnesota vote complètement différent de la Floride. En fait. Il n'y a pas automatiquement d'adéquation. Alors en France, nous avons des régions. Nous votons aussi pour les régions. Nous avons des partis de droite qui sont favorables. Vous m'intéressez à donner les partis de droite en France? Oui, il y a quand même. Je ne sais pas, parce que tous les partis que je vois en France, ils sont pour plus d'État, pour plus d'impôts, pour les quand même, il y a la base du Rassemblement national, également un certain nombre de républicains, également Reconquête. J'ai rien contre le Rassemblement national, mais quand je dis son programme économique, j'ai l'impression de regarder marcher il y a 40 ans. C'est à peu près du niveau. Donc je dis, le vrai problème de l'enfance, c'est qu'il n'y a pas de parti anti-étatique. Tous les partis pensent que l'État est la solution. Tous, y compris le Rassemblement national, et surtout le Rassemblement national. Donc il faut d'abord faire naître la conscience chez vous, Français, que l'État est le problème. Et le jour où tous les Français sont convaincus que l'État est le problème sera résolu. Mais tant que vous aurez des
Européens qui arriveront en disant qu'on va taxer des super profits, je me dis, on est mal barré parce que c'est le grand décompte. Oui, mais aujourd'hui, vous parlez devant un public qui appartient à, enfin, qui vote pour ces différents partis. Il est arrivé de voter pour ces partis-là, mais dès qu'ils se rapprochent du pouvoir, ils deviennent immédiatement complètement idiots. Alors comment il faut faire pour convaincre les citoyens, pour convaincre les électeurs de notre camp? Vous avez, si je devais dire aujourd'hui, si je regarde, j'écoute, j'essaie de comprendre ce que disent les hommes politiques, il y en a 3 qui me semblent avoir un langage. Ils ont compris, c'est Lisnard à Cannes, c'est Ciotti à Nice, et c'est Marin. Tous les autres, ils sont sans espoir. Sincèrement, ils vont nous plomber et ils vont plomber l'idée de droit en même temps. Mais c'est mon avis personnel, chacun peut avoir son avis. Je veux dire, quand je regarde, je veux dire que c'est les droits. Ces droits-là devraient se mettre ensemble et faire partie. Moi, je suis dans le niveau de la soirée, je soutiens. Mais j'en veux pas du tout aux gens. C'est simplement que quand je regarde la société politique française, surtout le Front National, est-ce que vous avez lu cette bande dessinée qui s'appelle Is No Good? Vous avez tous lu Is No Good, qui veulent être calife à la place du calife. Ils veulent tous être calife à la place du calife, et ils pensent que le régime est bon. Si eux, qui sont gentils, ils étaient dans ce régime, ils pourraient le tolérer à l'avantage de tout le monde. Mais non, c'est la structure qui est pourrie. C'est la constitution de la 5e qui est saloperie, puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Donc, si vous voulez, ils ne pourraient pas, seraient-ils avec les meilleures intentions du monde, ils ne peuvent rien améliorer, ils seraient bouffés par le système en 5 minutes. Donc, et ça, ils ne le conçoivent pas. Ils veulent faire un état stratège. Dès qu'on parle de l'état stratège, je parle encore. Vas-y, Jean, à toi. Vous dites que l'État est le problème. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus la situation de l'Argentine? Est-ce que le gros dégraissage massif de l'État qui a eu lieu là-bas, le budget a liquidé pour la première fois depuis des décennies? Et c'est une question que la jeune femme... c'est pas difficile, l'Argentine, quand on est militaire au pouvoir, ils avaient une inflation par mois de 27%. Par mois. Ce qui était bien. Ils avaient des concurrents déficitaires monstrueux. Ils avaient un déficit budgétaire complètement incontrôlable. Et il a dit, bon, moi je vais couper les dépenses de l'État à peu près 10 ou 15% partout. Il a fermé une dizaine de ministères, dont le ministère de l'Agriculture, c'était le ministère civil en autres. Il a fermé les radios publiques, il a fermé tout ça. Et aujourd'hui, il y a une inflation qui est en train d'arriver à 1% par mois. Ils ont un excédent budgétaire, ils ont des. Donc, moi je dis, vous êtes arrivé de gérer les entreprises dans ma vie. La première des choses que vous faites, si par hasard vous achetez une entreprise, si vous prenez les 10 premières factures qui ont été payées, les 100 premières factures qui ont été payées dans l'année précédente, et vous regardez, vous faites venir le comptable et vous lui dites on a payé à qui et pourquoi. Et si le comptable ne sait pas, vous avez eu la dépense. Et personne ne se rend compte de rien parce que personne ne sait comment la payer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça vous fait baisser les chiffres d'affaires, ça vous fait baisser beaucoup d'au moins 10%. Vous prenez les 100 premières factures et vous dites tout ce qui n'est pas explicable, je veux dire. Mais avec le bras que dans l'État français aujourd'hui, si je faisais ça en France, je couperais 20% des dépenses et personne ne se rendrait compte de rien. C'est très facile de prendre le déficit budgétaire français. Vous supprimez toutes les hautes autorités, tous les grands conseils, le Conseil économique et social, le Conseil constitutionnel, vous faites un audit des dépenses des cartes vertes, vous arrêtez de donner 9 milliards de subventions aux gars qui font venir les immigrés chez nous, parce qu'on les subventionne. Vous êtes en déficit, vous êtes en équilibre budgétaire de la paille. C'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce que il y a trop de gars qui mettent la main dans le pot de confiture. Le type qui était en charge de la réforme de la retraite, qui a été viré, le grand gouvernement, je ne sais pas comment il s'appelait, et bien il touchait 14 retraites de l'État. Comment c'est possible? Normalement, De Gaulle, il a accepté qu'une retraite, c'était sa retraite de colonel. 14 retraites de l'État, et c'était lui qui en avait chargé quand on a la réforme de la retraite.
Ils se foutent de la gueule. Personne ne devrait avoir le droit d'avoir plus d'une retraite de l'État. Vous avez travaillé pour l'État toute votre vie, vous avez une retraite, vous n'en avez pas 25. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Hollande, il va avoir des revenus, compte tenu de toutes ces retraites, à peu près 35 000 € par mois. C'est bien. Mais il a fait compte ça fait ça de la France, il a travaillé très dur. On est content pour lui. Les Fabius, pareil. Tous. Donc c'est pas difficile de couper du pognon. Vous avez tous été dans un certain nombre qui sont entrepreneurs, commerçants, je ne sais pas quoi. Quand ça ne va pas, vous coupez. Vous voyagez plus en première, vous voyagez en seconde. Non seulement ils voyagent pas en seconde, mais ils se louent des avions privés. Vous avez quoi? Quand le président de la République est allé au Maroc, il y avait 3 avions de gens qui l'avaient invité. Il y avait BHL, il y avait la femme de BHL, il y avait Lang, et vous dites, qu'est-ce qu'ils foutent tous ces gars pour les sauver 3 enfants? 3 avions. Oui, je comprends, c'est avec les chagrin, mais c'est un cas terrible, il avait besoin d'intégration. Voilà.